Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie d'être passé ici à mon bureau dans ces moments difficiles que nous traversons. Nous sommes dans la période de nous commémorons pour la 32e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et je suis un des survivants du génocide. Mon nom c'est Ernest Rwagasana. Je ne sais pas si ça se fait comme ça. Hein? Oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ah ouais? Pour commencer, je vais commencer par comment ça a commencé votre vie, où vous habitiez, comment vous avez grandi, dans quelle ville. Avant le génocide, Ouais. j'étais en grande partie au Rwanda. Et les derniers moments avant le génocide, j'étais en Belgique. Mhm. C'est ainsi que j'ai pu échapper au génocide perpétré contre les Tutsis, parce que j'étais en Belgique à Louvain-la-Neuve. Mais je suis parti du Rwanda pour la Belgique. Les signes étaient perceptibles déjà. Les signes de génocide étaient perceptibles. Et j'avais traversé des moments difficiles, difficiles, où j'ai été à 2 reprises mis en détention près de la station, des stations de la gendarmerie à la préfecture de Kigali. Donc, il faut dire que j'étais au Rwanda. J'ai vécu au Rwanda. Je suis né au Rwanda, j'ai vécu au Rwanda. J'ai travaillé ici à Kigali. Et c'est juste deux mois avant le génocide que j'étais parti en Belgique. Et justement, on va Et parler. j'habitais à Nyamirambo. Oui. Et justement, on va parler de la période avant les génocides, quand vous étiez là. Vous avez dit qu'il y avait des signes qui étaient perceptibles. Vous avez grandi dans ces signes. Quels ont été ces signes pour que nous, les jeunes qui n'avons pas vécu l'avant, on puisse comprendre c'était quoi ces signes qui emmenaient le génocide? Les premiers signes, c'est les discriminations raciales qui se faisaient tant au niveau social, euh, au niveau à l'école, là où on vivait, on étudiait, aussi bien à l'école primaire qu'à l'école secondaire, à l'université. Et on avait les mêmes discriminations au niveau aussi professionnel, dans les milieux de travail. C'était pas évident qu'on puisse trouver un emploi. On n'était pas accepté dans n'importe quelle société, dans n'importe quel établissement public. Et il y avait la discrimination, une sorte de ségrégation qui était basée sur l'équilibre ethnique. Il y avait l'équilibre régional, mais ça ne nous affectait pas. Ce qui nous affectait le plus, c'est la discrimination et la ségrégation raciale. Si on considère qu'au Rwanda, il y avait des ethnies qui avaient été une invention aussi du colonisateur, parce que c'était peut-être dû au statut social qu'on nous disait celui-là il est Tutsi parce qu'il possède autant de vaches, il est Hutu parce qu'il cultive. Mais il y a des gens qui passaient d'un statut social à l'autre. Moi je connais des exemples, j'ai des exemples. Des gens qui étaient considérés comme des Hutus, mais qui ne voulaient pas être appelés Hutus, parce qu'ils venaient d'acquérir beaucoup de vaches. Voilà, c'était une invention purement pure du colonisateur. Donc, les signes perceptibles, il y avait ça au niveau des écoles, au niveau dans les milieux scolaires, académiques, sur le milieu du travail, dans la vie sociale aussi.
où on avait des menaces constantes, spécialement dans les années 59. Là, c'était ce qu'on appelait la révolution sociale, qui n'en était pas une. Ce n'était pas vraiment une révolution. Sociale, ça concerne tout le monde. Mais quand il y a une révolution qui place une ethnie au-dessus des autres et qui tue une autre ethnie, Ouais. qui ne reconnaît pas une autre ethnie, ce n'est pas une révolution sociale. Les signes, on les a vus. On a vu des tueries, on a tué des Tutsis, on les a chassés. D'autres ont perdu leur vie même dans le pays. On était à l'école dans les années en 1973, 93, 63, 73 plutôt, où il y a eu la chasse aux Tutsis au niveau des écoles et dans les milieux du travail. Le Tutsi n'avait pas droit d'étudier, il n'avait pas non plus droit de travailler, donc il n'avait pas droit à la vie. On avait des signes aussi dans les années 90, début quand le FPR a déclenché la guerre de libération. Et on s'est pris aux Tutsis. Donc ce qui arrive, c'est tout ce malheur-là, Ouais. c'est les Tutsis qui amènent ce malheur. Et c'est comme ça qu'on a mis les gens en prison. Mais justement, Et moi-même, ouais. je suis parmi ceux qui ont été pris, mis en détention. C'était pas, moi, je ne suis pas resté longtemps, mais on m'a pris à deux reprises. Mais justement, pourquoi on vous a mis en prison? Tout simplement parce que on disait les Tutsis, c'est des complices Du FPR. Ouais. C'est eux qui ont déclenché la guerre. Donc, vous êtes ici au Rwanda, mais en réalité, vous êtes avec ceux qui attaquent. Ça, c'était en quelle année? C'était en quelle année, ça? Ça, c'est 90, octobre 90, Quand ils attaquent. quand la guerre a été déclenchée. Ouais. C'était le 1er octobre. Et quelques jours après, je crois 5 jours, c'est comme ça qu'on a pris les gens, les Tutsis de Kigali et ailleurs, qu'on les a mis en prison pour rester 6 mois. Et c'était délibéré ou on prenait en fonction de l'importance de la personne ou pas? On prenait juste. Non, c'était vraiment délibéré et j'étais préparé. Il n'y avait pas vraiment d'erreur. Il n'y avait pas d'erreur. Il n'y a pas un Hutu qu'on a pris, qu'on a mis en prison parce qu'on s'est trompé sur lui. Non. On avait soigneusement préparé. On avait des listes. Hein? Et les listes sont préparées au niveau là où tu habites, là où tu travailles, sur le milieu du travail et là où tu habites. Donc il y avait aussi la dénonciation. Oui, oui. Ouais. Voilà. Ce qu'on appelle en Kinyarwanda Gutunga Gatoki. C'est pointer du doigt quelqu'un que tu veux qu'il soit sur cette liste. Ok. Gutunga Gatoki. Et si on revient à vous, à ce moment-là, vous étiez étudiant, vous travailliez? Nous, je travaillais déjà. J'avais même une famille. Ouais, ouais. Donc, J'étais marié, j'avais une famille et je travaillais pour Electrogaz. Actuellement, REG. ok. Yeah. Et donc vous travaillez, vous arrivez à finir en prison, et puis petit à petit on arrive vers 94, et là vous partez Par chance. par chance. Ouais. Oui, disons par chance. J'étais là, je ne savais pas sortir, je pouvais sortir du pays, mais on n'avait pas mesuré le danger. On n'avait pas mesuré le danger. On pensait que peut-être on s'en prendrait à des politiciens, à des gens des intellectuels, mais on ne pensait pas que ça allait prendre une si grande importance. Et la cruauté était que les plans étaient que tout le monde était concerné. Tout Tutsi vivant au pays devait mourir. Ok.
Et donc, quand vous partez pour vos études. Oui, je partais pour les études. J'avais eu une bonne connexion. Quelqu'un qui étudiait en Belgique, qui m'a filé des documents sur lesquels que j'ai envoyé à l'université catholique de Louvain pour postuler à une bourse d'études. Il y avait à ce moment-là une faculté qui était ouverte pour, spécialement pour des agents ou les gens de changement. Et j'avais passé le test, j'avais réussi le test, et tous les arrangements étaient, l'université avait fait tous les arrangements pour ceux qui ont réussi, avaient automatiquement une bourse. Ils avaient des donateurs qui donnaient des bourses en Belgique, et j'avais bénéficié de cette bourse, et ils avaient facilité l'octroi, l'obtention plutôt de visa d'études. Okay. Et c'est comme ça que je suis parti. Donc vous partez quelques mois, 2 mois avant le génocide. 2 mois avant le génocide. Donc là, à ce moment-là, quand vous partez, vous laissez votre famille derrière? Non, ce n'était pas autorisé. Non, vous laissez votre famille derrière? La famille est restée, bien sûr. La famille est restée? Ouais. Et donc là, vous partez pour aller chercher un diplôme. Vous savez qu'il y a une insécurité, mais vous n'êtes pas au courant que c'est aussi énorme. Moi, je ne pensais pas que mes enfants soient concernés par cette histoire de complicité. C'est des enfants. Pourquoi s'en prendre aux enfants? C'est ça. Donc, à ce moment-là, vous vous dites, je vais revenir. Oui. Et moi, j'espérais que la situation allait changer avec d'autant plus que, entre-temps, il y avait des négociations à Arusha. Ouais. Et il y avait même des accords qui venaient d'être signés. La mise en application des accords était difficile encore. Mais on pensait qu'avec la pression internationale et le bon sens des dirigeants, on allait peut-être un jour avoir un pays paisible. Surtout qu'il y avait aussi l'ONU qui était présent. Donc, ouais. Donc là, on arrive, vous êtes en Belgique. Il arrive le 6 avril 1994, il y a l'avion qui a abattu. À ce moment-là, est-ce que vous comprenez ce qui va se passer quand vous êtes à Louvain? Est-ce que vous comprenez quand vous avez la nouvelle que l'avion du président vient d'être abattu? Pour quelqu'un qui avait vécu au Rwanda, qui connaissait les tensions qu'il y avait, ce qui allait suivre, c'était juste que le pays allait sombrer dans la tragédie et qu'on allait s'en prendre au tout. Ça, c'était perceptible, c'était inévitable. Ouais. Parce que tout avait été préparé pour ça. Ouais. Donc directement vous comprenez, mais vous ne comprenez pas jusqu'où ça va aller. Mais où ça va aller, qui ça va toucher, qui va être victime, mais on ne savait pas comment on allait s'en prendre aux vieilles personnes, par exemple, aux enfants. Femmes enceintes. On pensait que ça allait peut-être toucher tous les politiciens, surtout ceux qui étaient dans l'opposition, ici au pays. Voilà. Et quand on est à l'étranger, que tout ça se passe, comment on le vit? Difficile. D'autant plus que, vous savez, à ce moment-là, il y avait des images qui passaient. Dès le premier jour du génocide, on avait des images en direct avec des satellites. On voyait tout. On voyait des gens abattus sur des routes avec des machettes. On le voyait. On le voyait. On avait aussi le téléphone qui marchait encore. On était informé de ce qui se passait. Par exemple, quand ils ont attaqué chez moi, à Nyamirambo le 7 avril, je croyais que j'étais toujours là. Et il y a la garde présidentielle du président, la garde du président, qui est passée à la maison, croyant que j'étais là.
Mais heureusement pour moi, j'étais parti. Il y avait pas, mes enfants n'étaient pas là. Il n'y avait personne d'autre que les gardes ou la sécurité. Ils n'étaient pas contents que je ne sois pas là, évidemment. Et ils ont abattu, fouetté le gars, la sécurité, l'agent de sécurité qui était là. Hein? Ils sont partis, ils n'étaient pas contents. Évidemment, ils ont continué dans la localité pour tuer d'autres. Ouais. Et les informations, même si c'est au compte-gouttes, c'est au téléphone, jusque quand vous avez des informations de vos enfants? Les informations, je les avais, je dis, les téléphones marchaient encore. Moi, j'ai pu parler à certains amis, leur demander des nouvelles, mais ça n'a pas été pour longtemps parce que les gens, les téléphones, même s'ils étaient opérationnels, ne pouvaient pas rester longtemps parce que les gens fouillaient leur maison. On n'avait plus d'informations, à part des images. Il y a des chaînes de télévision qui diffusaient des images d'ici et là, dans les paroisses telles. Moi, j'ai vu pour ma paroisse d'origine, Niarbouye par exemple, j'ai vu dans le parking, dans les églises, dans les cachettes, j'ai vu des gens tués à la machette, j'ai vu par terre, dans l'enceinte, dans l'église même. Les images, on les voyait. On n'avait plus espoir d'avoir des survivants. On croyait qu'il y aurait peut-être un miracle, qu'un enfant pouvait peut-être partir, sortir, parce que mes enfants, par exemple, étaient dans le sud du pays, près de la frontière avec le Burundi. Mais ils ont été tués à Boutaré. Ils n'ont pas pu traverser. Ils étaient combien de vous? Ils étaient, les enfants, c'était 3. 3 enfants. Ouais. Voilà, c'était dur de suivre ça. On avait au compte-gouttes des informations, mais on avait les images. C'est ce qui était le plus accablant. On avait tout, on voyait tout. On voyait les images, on voyait qu'il y avait une extermination. C'était vraiment systématique. Plus les génocides avancent, plus on tue les Tutsis. Qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là? Est-ce que vous dites, est-ce qu'un jour je vais pouvoir revenir? Non, vraiment pas. Moi, je ne pense pas pouvoir revenir si, parce que je ne voyais pas l'issue. Je ne voyais pas comment le Rwanda pouvait se reconstituer, comment la guerre allait se terminer. Évidemment, je me disais, bon, écoutez, on est là, on est sans nouvelles de famille et sans espoir de rentrer. Et entre-temps, on avait même cherché les papiers d'immigrants ou de réfugiés, qu'on a vite donné, évidemment, vu le contexte dans lequel on vivait, vu la situation qui prévalait au pays. On a demandé à être reconnus comme réfugiés. On avait ces papiers de réfugiés en Belgique. Donc vous n'étiez pas seul, vous étiez avec votre femme? Non, j'étais seul. Hein. Seul? Oui. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a d'autres Rwandais qui étaient avec vous, que vous avez fait les études ensemble? Il y avait d'autres Rwandais, bien sûr. Ce que j'ai trouvé sur place, les Rwandais qui étaient là, qui étaient à l'université, il y en a aussi à Louvain-la-Neuve. Mais il y avait d'autres aussi en Belgique, à Bruxelles et ailleurs. On avait été en communication. Est-ce que vous vous réunissez, enfin, est-ce qu'à un moment vous faisiez des réunions, Oui, vous voyez... écoutez, on était là, la guerre venait de toucher à son... climax. Il était plus que temps d'apporter son appui à la guerre. Parce qu'il fallait absolument qu'on en finisse avec ce régime.
Et je crois que sur place, on a mis des mécanismes pour appuyer le FPR. On l'a fait. On l'a fait en organisant des concerts, en organisant des soirées, en organisant des collectes de fonds pour appuyer le FPR qui devait absolument arriver à libérer ce pays et à arrêter le génocide. Et on arrive au moment où justement le FPR réussit à libérer le pays. Il rentre un peu partout, il commence à calmer la guerre. À ce moment-là, comment vous vous sentez même si vous... C'était le soulagement, même si on avait la douleur. C'était dur. Hein. On venait de perdre, parce qu'on a eu toutes les informations quand on était sur place encore, en Belgique, qu'il n'y avait plus de survivants, que la famille avait été décimée. Moi, j'ai reçu les informations comme quoi ma famille entière, ma mère, mes frères et leur famille avaient été décimés. On avait tout, on avait l'information. On se disait, mais au moins, il y a un libérateur. Il y a un libérateur, il y a quelques survivants qui vont pouvoir vivre. C'était un soulagement. Même si c'était dur à accepter. C'est dur à accepter et surtout, même si le FPR a libéré le pays, mais comment on se reconstruit quand on est en dehors du pays et qu'on a toutes ces informations, mais qu'on rentre... Vous êtes rentré directement? Oui, je suis d'abord revenu pour chercher, voir s'il y a des survivants dans ma famille. J'ai parcouru pratiquement tout le sud du pays où mes enfants étaient. J'étais à l'est, là où je suis né, où était ma famille d'origine. Et je suis revenu et je suis retourné en Belgique pour achever mon projet, malgré La douleur. les moments difficiles que nous venions de traverser. Je suis retourné en Belgique, j'ai continué, tout en préparant mon avenir. Parce qu'il je n'avais plus rien, mais j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, écoute, je termine mes études, je veux voir ce qui arrivera. Est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais rester en Belgique? J'avais un dilemme. Après les études, j'ai choisi de rentrer parce que personne ne se souciait de nous. Les survivants en Belgique, les Belges n'étaient pas vraiment de notre côté. Ils avaient accueilli beaucoup de réfugiés et tout, qui nous attaquaient sur place, qui déniaient, qui reniaient le génocide. On avait même du mal à organiser des soirées de mémoire, des journées de mémoire. C'était même difficile en Belgique à ce moment-là. On risquait même de rester, d'avoir une dépression permanente. Moi, je me suis dit, peut-être, et je crois que c'était mieux, que je rentre pour être à côté de ceux qui connaissent, à côté de ceux qui ont connu la même histoire, ont connu la même tragédie, qui ont connu le génocide comme moi, les victimes. Je suis rentré avec cet objectif de reconstituer, d'être à côté des miens, qui comprenaient mon sort, qui comprenaient mon cas, plutôt que de rester avec les Belges qui ne se souciaient pas de la vie que nous vivions. Et ça, c'est en quelle année? C'est en 96. Fin 96, je venais de terminer. Je me suis dit, je rentre. J'étais même inscrit à un cours, une spécialisation en gestion financière. J'ai dit non, j'arrête. Non. Je ne me sens pas bien. Je n'étais pas vraiment dans ma peau. Mieux vaut que je rentre sur Kigali
au moins à côté des miens, à côté de ceux qui ont connu le même sort, on va peut-être s'entraider, vivre ensemble. Ouais. Et c'est- comment en 96 vous revenez dans quel c'est quoi la vie après 94 quand vous arrivez en 96? C'est quoi la vie? Comment les gens vivent entre eux? Comment le Rwanda se reconstruit? C'était dur, hein. Ouais. C'était dur. Il n'y avait rien pratiquement, financièrement, économiquement. C'était difficile, à nouer les deux bouts du mois. Mais pour mon cas, ce n'était pas très compliqué. Je pense que j'ai retrouvé ou j'ai regagné mon service, là où je travaillais avant. Ils m'ont repris avec les avantages, qu'ils pouvaient offrir, les avantages de logement et tout ça. Mais ce qui était le plus dur, c'est accepter d'être seul, accepter d'être, rescapé, accepter de ne pas avoir une famille. C'est ça qui était dur. Financièrement, ce n'était pas grave. On pouvait vivre de ce qu'il y avait. Ce n'était pas grave. Ce qui était grave, c'est le contexte, c'est la vie, c'est ce qu'on avait en mémoire, ce qu'on avait peut-être vu, qu'on n'a pas vécu sur place, mais qu'on voyait à travers les images. Quand on voyait le génocide, les victimes du génocide, quand on voyait les massacres, quand on voyait les tueries qu'il y a, comment les gens étaient, tués, et quand on vous racontait la vie, le chemin qu'ils avaient parcouru, c'était difficile de vivre. Économiquement, c'était possible. C'était dur, mais faisable. Socialement, difficile. Parce qu'on se disait, ben, c'est elle qui a tué les miens. Cet autre-là, avec qui on était en paix, en harmonie, on vivait ensemble, sur des collines. Il n'y avait pas de problème entre Tutsis. Mais brusquement, sur l'incitation, sur la bonne préparation faite par les politiciens, et les gens se retournent contre les gens avec qui ils vivaient sur les collines. Ça, c'était difficile à accepter, à comprendre. Comment pardonner? Comment vivre encore avec eux? Hein? Même si économiquement on peut se débrouiller, mais socialement, politiquement, psychologiquement, on était affecté. Et psychologiquement, vu que vous avez perdu votre famille, votre maman, vos frères, leur famille, vos enfants, est-ce que vous avez pu retrouver des génocidaires qui ont tué votre famille? Est-ce que vous avez pu les poursuivre? Évidemment, ils avaient tous fui. Hein. Et puis, les gens ne disaient pas, n'avouaient pas. Et les gens ne donnaient pas assez d'informations. C'est le problème. Ce qui est même difficile aujourd'hui, c'est de retrouver les restes ou les cadavres des nôtres qui ont été tués pendant le génocide, parce que les gens ne donnent pas l'information. Ouais. On ne sait même pas dire c'est elle qui a tué, mon frère ou ma soeur ou maman, parce que les gens gardent les informations. Et comment on avance alors du coup? Parce que là, vous me dites, vous ne savez pas retrouver les gens qui ont fait le génocide à votre famille. Vous savez, vous êtes revenu, vous travaillez, mais vous travaillez, vous êtes esselé. Le pays, il avance tant bien que mal. Mais comment on se projette? Comment on se dit, ça va mieux aller? Qu'est-ce qui est mis en place de votre côté? Qu'est-ce qui est mis en place au niveau de l'État? Qu'est-ce qui fait que l'espoir peut revenir à un moment ou à un autre? Je crois que il y a d'abord ça, il y a l'espoir de vivre, de revivre. Il y a également, il y a ce défi qu'il faut lever. Les gens ont tué les tiens parce qu'ils voulaient que toute la famille disparaisse.
que l'ethnie tutsi disparaisse de ce pays. Mhm. Et c'est quoi, il est né de ça, une sorte je ne sais pas de courage, parce que il faut être courageux, oui. Il faut être courageux. Mais comment renier ou faire face ou défier des gens qui ont voulu que tu ne sois plus. C'est par défi. On va défier ceux qui voulaient que tu n'existes plus. Ceux qui voulaient que les Tini Tutsis disparaissent. Et ça donnait une autre force intérieure qui fait que les gens disent non, ils voulaient que ma famille entière soit décimée. Par exemple, moi je suis resté seul dans la famille. Tous mes frères, les familles, tous ont été tués. Je suis resté seul dans la famille de papa et maman. Combien d'enfants? Hein? Et même mes enfants aussi. Non, combien de vos frères et sœurs? J'avais quatre Quatre frères qui étaient tous mariés avec 3, 4, 5, 6 enfants. Ouais. En tout, on avait 25 à peu près tués dans la famille directe. Donc, il est né ce sentiment de revivre et de montrer qu'ils ont échoué. Des génocidaires. C'est pas ça. L'objectif n'était pas de tuer, de faire mal seulement. C'était de tuer, décimer. De ne plus avoir de traces même. Parce qu'ils tuaient les gens et ils détruisaient les biens. Même les sites, là où tu avais construit, ils déciment. Donc, c'est ce sentiment maintenant de revivre, de montrer à l'autre qu'il n'a pas réussi son coup. Parce que son coup, ce n'était pas le faire à moitié. C'était... qu'il n'y ait plus personne. Là. Ensuite, donc, Je crois qu'il y a une force ouais, extraordinaire. c'est l'arène de vivre. Oui. Ouais. Du coup, comme ils voulaient décimer les Tutsis, comme ils voulaient qu'ils n'existent plus, il y a cette arène de vivre de recommencer, de montrer qu'on est vivant, de montrer Qu'on est vivant, qu'on reste, qu'on est là. Vous avez recréé une famille par après? Oui, oui. Maintenant, j'ai des jeunes filles et des garçons. Jeunes filles de l'âge de 25 bientôt. Mon aîné. Donc j'ai repris, j'ai créé une famille. Donc c'est aussi un message de montrer que c'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Tant que tu es là, il faut lutter jusqu'au dernier jour. Tant que tu es là, tu dois absolument vivre la vie. Ok, super message. Oui. Il ne faut pas il faut pas être vaincu par les événements, non. Les événements, ça passe. Et la vie se recrée. Ouais. Il y aura toujours des malheurs. Aujourd'hui, l'Israël décime Gaza ou les États-Unis bombardent l'Iran. Mais l'Iran existera. Il y aura toujours des Iraniens. Il y aura. Le peuple iranien ne va pas disparaître. Exact. Ouais. Si on revient avec, donc vous vous êtes reconstruit, vous avez créé une famille, vous avez continué votre lignée. Au-delà de ça, il y a aussi le pays qui a continué à vivre et qui est d'avant et que à l'heure actuelle on peut voir les efforts et les avancées énormes. Comment après 32 ans, vous avez vu, vous après 30 ans du coup, comment vous avez pu voir vivre ce changement au quotidien? Comment j'ai vécu ça? Comment vous avez perçu, comment... Ben c'est pas simple, c'est pas quelque chose qui... Parce que moi, par exemple, si je prends mon exemple, je suis parti en 2001 et je revenais au début, la première fois que je suis revenu, en 2006. Et après, chaque fois, je revenais tous les 2-3 ans. Il y avait des changements. Chaque fois, il y avait des changements.
Là, maintenant, je viens de plus en plus. Et là encore, il y a encore beaucoup de changements. Mais pour une personne qui a vécu ici, qui a vu ce changement de ses propres yeux jour après jour, la vie économique changer, la vie des gens changer, tant bien que mal aussi, hein. On ne va pas dire que c'est toujours été parfait, mais ça a vraiment évolué. Comment vous l'avez vécu? J'ai plutôt, je crois, comment j'ai vécu ça, ou comment je perçois ça, ou comment j'ai... Moi, j'ai vu le Rwanda sortir des cendres. Une renaissance du Rwanda. Incroyable. Personne n'aurait pu penser qu'après 1994, le génocide, avec toutes les destructions de la société déchirée, les gens qui ont fui, le génocide qui a emporté plus d'un million, les réfugiés ici partout, partis dans les pays voisins, les infrastructures détruites. On ne pouvait pas penser qu'aujourd'hui on soit à un niveau où on soit dans un pays où très beau, pays reconstruit socialement, reconstruit politiquement et économiquement. C'est fantastique. Nous avons vécu ça au jour le jour. Mais c'est avec la détermination. Moi, j'ai remarqué que c'est plutôt cette volonté de reconstruire, cette détermination politique de changer, sans faire la moindre erreur, sans tolérance aucune, d'une certaine d'un certain recul en arrière, plutôt aller de l'avant. Et tout ça a été acquis avec le leadership. C'est vraiment le leadership. Le mauvais leadership a détruit le pays, le bon leadership a reconstruit le pays. Voilà. Et Parce que les gens, ils ont la volonté de travailler, le pays est là, les opportunités sont là. Mais tous ces agencements, il faut agencer tout ça pour créer un cadre de travail, pour que les gens trouvent intérêt favorable à leurs investissements. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aussi bien la communauté nationale que la communauté internationale. Voilà. Et vous avez quitté la Belgique parce que vous vous sentiez mal à l'aise sur... Moi, j'étais mal à l'aise. Mal à l'aise, et surtout Vraiment. qu'il y avait beaucoup de négationnistes Oui. à ce moment-là. Quand vous êtes arrivé ici au Rwanda, est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des négationnistes encore? Au Rwanda? Ouais. Ah oui, on a vécu avec. Même aujourd'hui, il y a des gens qui renient. Oui. Donc encore aujourd'hui, le Même négationnisme... aujourd'hui, ils ne le disent pas à haute voix, mais Ouais. chaque fois, chaque année, quand il y a la commémoration des génocides contre les Tutsis, il y a toujours des cas. Des cas qui se manifestent. Toujours. Mais malheureusement, on le voit avec aussi bien les vieux qui ont vécu la vieille ou la mauvaise période, mais aussi les jeunes, et qui sont même nés après le génocide. Tu t'imagines? Qui renient le génocide, alors qu'ils n'étaient même pas là. Ils n'étaient même pas là. Mais tout simplement parce qu'on les inculque toujours cette idéologie génocidaire. Ouais. Ouais. Ils l'apprennent de leurs aînés ou de leurs parents. Exact. Ouais. C'est un beau témoignage qu'on a eu ici. Moi, justement, pour finir sur ce que vous dites, que justement il y a des jeunes qui sont embrigadés, qui ont des mauvaises informations, qui sont même nés après, qui ont ce ressenti de négationniste. Pour les autres jeunes ou pour ces jeunes aussi là, quel message
pourrez-vous passer aujourd'hui pour commémorer que ce soit la mémoire, mais aussi l'histoire du Rwanda? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Moi, ce que je leur dirais, je leur dirais qu'il n'y a aucun intérêt à perpétrer ou à favoriser le négationnisme ou déni du génocide. Il n'y a aucun intérêt à avoir un pays divisé. Parce que ça a été fatal pour le pays aussi, pour tout un chacun. mu bururakure bw'inzobere mu isanzure ry'amakuru mu bushorishori bw'ubushishozi